Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, l'opposition hausse le ton à l'approche du scrutin présidentiel. Selon elle, le fichier électoral comprendrait des irrégularités. L'opposition qui dénonce également de fortes disparités entre les régions. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro appelle l'opposition à faire bloc contre le président Alassane Ouattara. Une annonce faite à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue en octobre prochain. Élection à laquelle Guillaume Soro maintient sa candidature. Et enfin, le Rwanda ouvre une enquête sur la mauvaise gestion des fonds. 56 institutions publiques seront entendues dans le cadre d'une affaire liée à un programme de développement de la petite enfance. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, l'Union africaine rejoint la position de la CEDEAO sur les modalités de la transition politique au Mali. Lors d'une réunion organisée ce jeudi 17 septembre, le président du Conseil paix et sécurité de l'UA s'est montré ferme. Il a appelé la junte militaire à, je cite, une transition rapide menée par un civil et un retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO et l'UA se sont prononcés comme étant favorables à une transition politique de 18 mois. Une transition qui devra cependant être dirigée par un civil selon leurs conditions, alors que la junte plaide pour un militaire. En cas de refus, le Mali pourrait être pénalisé par la mise en place d'un embargo total, selon une source de l'UA. En Guinée, plus de 5,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 18 octobre prochain pour élire le nouveau président de la République. À un mois du scrutin présidentiel, le fichier électoral suscite des tensions. L'opposition dénonce plusieurs irrégularités et s'inquiète des disparités régionales. Un reportage de notre correspondant Paul-Marcel Mayagui. En Guinée, le fichier électoral publié le 14 septembre 2020 par la Commission électorale nationale indépendante en vue de la présidentielle du 18 octobre 2020 est contesté par l'opposition. Cette dernière accuse la Commission électorale nationale d'avoir gonflé l'électorat dans le fief du pouvoir. L'opposition guinéenne doit pouvoir élaborer une stratégie tout à fait consistante et cohérente. La première stratégie de cette opposition, c'était d'abord la remise en cause du projet de constitution. Et la deuxième étape, c'est évident, c'est le fichier électoral. Donc important, si cette opposition veut une alternative démocratique en Guinée-Conakry, de pouvoir aller à partir des éléments stratégiques argumentaires en vue notamment d'empêcher le professeur Alpha Condé d'avoir un troisième mandat. Selon le fichier publié par la CENI, 5,4 millions de Guinéens seront appelés aux urnes. Un chiffre global dont la répartition présente de fortes disparités selon l'opposition. Ainsi, la région de Konkon, fief historique du président Alpha Condé, concentre 22% des électeurs, soit plus que la région de Conakry, avec 19% des électeurs, tandis que la région de Labé, bastion de Cellou Dalein Diallo, principal opposant au président sortant, ne représente que 8% de l'électorat. Il y a eu des disparités énormes entre les différentes régions de la Guinée. Quand vous prenez l'Abé, Mamou et Boké, le total des trois régions ne font même pas la moitié de Kankan. Ce fichier électoral ne reflète pas du tout l'électorat guinéen, il n'est pas fiable. Le climat politique guinéen est tendu depuis quelques mois. L'opposition multiplie les descentes dans la rue pour faire barrage à un troisième mandat du président sortant Alpha Condé. La liste électorale dévoilée, la distribution des cartes d'électeurs débute le vendredi 18 septembre 2020 selon la CENI. 12 candidats ont été autorisés par la Cour constitutionnelle à se présenter à la présidentielle 2020. Ferme, irréductible et irrévocable, ce sont les mots de Guillaume Soro évoquant le maintien de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Une candidature pourtant rejetée par le Conseil constitutionnel. Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi 17 septembre à Paris, l'ancien président de l'Assemblée nationale a également appelé l'opposition à faire bloc contre le président Alassane Ouattara. Reportage de notre correspondant Ange Bijounomenio. Nouvelle réaction de l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a donné un point de presse ce jeudi 17 septembre dans un hôtel parisien. Le leader de Génération et Peuple Solidaire a martelé qu'il n'irait pas aux élections tant que le président Alassane Ouattara est candidat. Je n'irai pas aux élections tant que M. Ouattara est candidat. Aller à l'élection avec M. Ouattara, c'est cautionner la forfaiture, c'est valider le coup d'État. Vous voyez? Et c'est pourquoi d'ailleurs, aucun candidat
même retenu, doit accompagner Ouattara. Ouattara, son mandat est terminé. L'ex-président de l'Assemblée nationale a également parlé d'une concertation avec les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié pour empêcher les élections. Il compte user de tous les moyens pour y arriver. Je l'ai dit, M. Bédié, M. Gbagbo, Afin Guessan, tous Mabri, à Montalo, j'ai oublié peut-être Niamien et les autres. Je souhaite qu'on ait une concertation. À l'issue de cette concertation, nous allons entreprendre les organisations sous-régionales et l'organisation sous-régionale africaine, continentale. Et vous savez très bien que Buhari a un leadership affirmé en Afrique de l'Ouest. Donc, et vous avez entendu son discours. Donc, nous pensons que c'est bon qu'on puisse le voir. La candidature de Guillaume Soro a été recalée par le Conseil constitutionnel le 14 septembre dernier. Les raisons sont entre autres liées au fait qu'il a été retiré de la liste électorale par la Commission électorale indépendante. L'actualité, c'est aussi la sentence décisive pour le leader séparatiste Sisikou Ayouk Tabé. Ce jeudi 17 septembre, la Cour d'appel du centre au Cameroun a confirmé sa condamnation à perpétuité. Une peine à laquelle s'ajoute une amende de 250 milliards de francs CFA. Sisikou Ayouk Tabé et ses co-accusés ont été reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation, insurrection, apologie des actes de terrorisme ou encore hostilité contre la patrie. Pour rappel, cette décision avait été dans un premier temps délivrée par le tribunal militaire de Yaoundé le 20 août 2019. En République démocratique du Congo, la province du Sankuru est de plus en plus confrontée aux incidents politiques. L'origine de ces tensions, la destitution du gouverneur de la province, Joseph-Stéphane Mukumadi, pourtant promulguée en décembre 2019, n'a toujours pas été exécutée. Une situation qui compromet le développement de cette province. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Démembrée de l'ancienne province du Kasaï oriental, la province du Sankuru, en République démocratique du Congo, est dans une situation chaotique. La violence politique a déjà fait plusieurs victimes au sein de la population. À la base de cette situation, la discorde entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale qui a destitué les gouverneurs en décembre 2019. Une décision qui n'est pas exécutée. Le Sankuru, c'est la terre des nationalistes. Et nous devons nous intégrer dans la République pour apporter un plus. Raison pour laquelle nous demandons à nos frères et sœurs qui jusque-là traînent les pieds, que nous sommes dans la même famille. Le Sankuru, c'est notre maison commune, que nous puissions nous retrouver ensemble, appuyer les jeunes gouverneurs pour que nous puissions aller de l'avant. Sankuru est une province riche en divers minéraux, notamment l'or, mais avec une population pauvre. Avec les conflits qui sévissent, la population s'appauvrit davantage. Ramener la paix, facteur incontournable de développement, c'est le défi du gouverneur qui considère par ailleurs que certaines démarches doivent partir de Kinshasa. Le Sankuru est ici du démembrement, c'est une nouvelle province et cette nouvelle province n'a pas d'infrastructure, n'a rien. Aujourd'hui, sans Kinshasa, nous ne pouvons pas vivre. Alors, mais quand on est en province et attendre que tout s'efface à ma place ici à Kinshasa, vous le savez très bien, ceux qui m'ont combattu sont ceux qui détiennent encore une bonne partie des finances de la République. Alors, si je ne me permets pas de venir ici à Kinshasa secouer le cocotier pour me permettre de construire ma province, je peux rêver et faire dormir ce peuple qui attend beaucoup de moi. Les conflits entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux sont récurrents en République démocratique du Congo. Une situation qui, pour de nombreuses personnes, ne favorise pas le développement des entités territoriales. L'implication du chef de l'État s'avère indispensable pour trouver solution à cette situation, estime bon nombre d'observateurs.
Et parallèlement au Rwanda, ce sont au total 56 institutions publiques qui doivent être entendues par la commission parlementaire chargée du suivi de l'utilisation des finances et du patrimoine de l'État. Une audition organisée en raison d'une mauvaise gestion de fonds dans le cadre d'un programme dédié au développement de la petite enfance. Des fonds qui se chiffrent à 80 millions de francs rwandais. Les détails avec Fraterne Dakiayisenga, notre correspondant au Rwanda. C'est pour la première fois que les responsables du Programme national pour le développement de la petite enfance font face à la commission du Parlement rwandais chargée du suivi de l'utilisation des finances et du patrimoine de l'État, PAC. Ce jeudi 17 septembre et par visioconférence, la coordinatrice de ce programme a dû répondre aux questions des parlementaires suite aux problèmes soulevés dans le rapport de l'auditeur général pour l'exercice fiscal 2018-2019. En lisant le rapport général de l'auditeur général, je me pose beaucoup de questions sur la gestion du stock de votre institution. Il y a énormément de lacunes et c'est à se demander si la personne en charge en a vraiment les compétences ou s'il faut en déduire autre chose. Il faut impérativement que vous demandiez au ministère en charge de vous envoyer du personnel qualifié, sinon vous ne pouvez pas continuer comme ça. À part les problèmes techniques dans la gestion du programme, le rapport de l'auditeur général indique une mauvaise gestion d'une somme de 80 millions de francs rwandais. Cet argent a été utilisé pour construire des salles de classe qui n'ont pas été utilisées, un sujet qui a fait objet d'un débat animé pendant plusieurs heures. Normalement, le rapport de l'auditeur général se focalise sur 3 catégories. Les gestionnaires de ce programme ont obtenu de bonnes notes en 2 catégories, à savoir le remplissage des livres comptables et le rapport qualité-prix. Là où ils n'ont pas été bien performants sur le côté légal, mais ils nous ont promis d'être vigilants pour la prochaine fois. C'était leur première évaluation et on veut s'assurer qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que d'autres institutions. La commission en charge des comptes publics du Parlement rwandais a été mise en place en 2011. Chaque année, elle analyse le rapport de l'auditeur général et propose des actions aux organes en charge pour poursuivre en justice les accusés, améliorer la gestion des institutions et projets publics et surtout recouvrer des milliers de fonds détournés. Au total, 56 institutions ont été convoquées pour répondre aux questions des parlementaires cette année. 27,33 millions de dollars, c'est la somme injectée par la Banque africaine de développement pour soutenir le fonds de riposte Covid-19 de l'Union africaine. Un financement qui profitera notamment au Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies. Grâce à cette somme, les CDC Afrique pourront ainsi aider les pays éligibles au Fonds africain de développement à renforcer leur plan de riposte contre le coronavirus. Les précisions de Philomentine. 27,33 millions de dollars de subventions ont été octroyés à l'Union africaine par la Banque africaine de développement. Une allocation qui permettra à l'institution panafricaine de mobiliser davantage des efforts au niveau continental pour enrayer la pandémie de Covid-19. Avec cette enveloppe de financement, nous réaffirmons notre ferme engagement en faveur d'une réponse africaine coordonnée face à la pandémie de Covid-19. L'Afrique est en mesure de contenir la pandémie qui met à rude épreuve ses systèmes de santé et provoque des impacts socio-économiques sans précédent à l'échelle continentale. L'Afrique tente d'augmenter ses capacités de prise en charge de malades du Covid-19 depuis l'apparition des premiers cas d'infection sur le continent. Avec ce financement de la BAD, les centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies CDC Afrique fourniront une assistance technique et pourront renforcer les capacités des pays. La Banque africaine de développement a pris la décision d'octroyer un montant de 27 millions de dollars à des structures de santé qui luttent notamment contre l'épidémie du Covid-19 dans les pays africains. Le problème est que pour la plupart de certaines structures de santé se plaignent que les fonds de solidarité n'arrive pas forcément à ces structures-là. Donc pour ma part, je pense que la BAD doit revoir sa politique de distribution de ces montants afin de viser les structures qui ont le plus besoin ou en tout cas les structures les plus nécessiteuses et puis voir aussi s'il y a moyen d'acheminer directement l'aide afin que l'aide soit le plus bénéficiable à ces structures de santé. Actuellement, les progrès des CDC Afrique ont permis la mise en place de laboratoires de dépistage habilités dans 44 pays africains. Mais en dépit de ces progrès, la capacité de dépistage de l'Afrique reste faible. Les 37 pays éligibles au Fonds africain de développement ne couvrent que 40% des tests Covid-19 réalisés à ce jour.
L'Éthiopie va introduire de nouveaux billets de banque au sein de son économie. Une annonce faite par le Premier ministre Abiy Ahmed ce lundi 14 septembre. Une mesure destinée à lutter, je cite, contre le financement d'activités illégales, la corruption et la contrebande qui impactent l'économie nationale. Entreprises et particuliers auront ainsi jusqu'à la fin novembre pour échanger leurs coupures de bière. Wilfred Yamou. L'État éthiopien va émettre de nouveaux billets de banque au sein de son économie. C'est une annonce du Premier ministre Abiy Ahmed le lundi 14 septembre 2020. L'annonce intervient dans le cadre d'une série de mesures adoptées par le gouvernement pour réformer l'économie du pays est-africain et améliorer le niveau de vie de sa population. L'introduction des changements dans nos billets de banque a été jugée nécessaire pour sauver l'économie fracturée du pays. Les nouveaux billets seront conçus de façon améliorée, notamment concernant leurs caractéristiques de sécurité et la qualité du papier de manière à leur assurer une plus grande longévité. La nouvelle mesure concerne les billets de 100, 50 et 10 billes dont les exemplaires actuels cesseront définitivement d'être en circulation en Éthiopie dans les prochains mois. Ils seront remplacés par de nouveaux billets de la même valeur et un nouveau billet de 200 billes. Selon les autorités, l'émission de ces nouveaux billets permettra de lutter contre la thésaurisation, la contrebande, la contrefaçon, la corruption dans le but de sauver l'économie nationale. Que le gouvernement éthiopien émette sur le marché de nouveaux signes monétaires, notamment dans la catégorie de la monnaie fiduciaire, relève d'une façon assez directe de jouer sur la masse monétaire. Or, vous savez très bien que la masse monétaire est le reflet de l'activité économique d'un pays. Et d'autre part, comme la monnaie est devenue aujourd'hui la contrepartie des services et des produits que nous vendons, il vient donc qu'une baisse drastique de la masse monétaire peut étouffer l'économie. Ça va rallonger le délai de dénouement des opérations commerciales. Donc, à mon sens, c'est déjà bien fait pour le gouvernement éthiopien de penser à renouveler les signes monétaires qui sont en cours dans son économie en regardant beaucoup plus le maillon de la monnaie fiduciaire. La Banque nationale d'Éthiopie a également publié une nouvelle directive qui interdit aux personnes de conserver plus de 1,5 million de billets en espèces hors des banques. Une durée de 3 mois a été accordée aux personnes et aux entreprises pour échanger leurs vieilles coupures auprès des banques. Pour l'heure, les nouveaux billets seront en circulation en même temps que les anciens avant le retrait définitif de ces derniers d'ici fin novembre 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.